À Washington, à la Maison-Blanche, le président des États-Unis, Donald Trump, reçoit le chancelier allemand Friedrich Merz, le président des États-Unis, qui, pour rappel, a dit hier qu'il n'excluait pas une intervention militaire au sol. Gauthier, vous êtes à mes côtés. On sait les liens qui unissent Donald Trump aux Européens et le mépris qu'a le président américain pour les Européens. Friedrich Merz n'arrive pas évidemment en terrain conquis. Ça paraissait encore fou il y a un peu plus d'un an. C'est d'ailleurs pour ça que cet exercice auquel va se livrer Friedrich Merz, le chancelier allemand, est assez hardi, est assez audacieux, parce que une fois qu'on est lancé en direct, avec Donald Trump à ses côtés, qui sait ce qui peut arriver? Non, je veux dire par là très sérieusement que les deux hommes vont probablement s'entendre sur un agenda, enfin en tout cas une thématique, un ordre du jour, et puis l'ordre du jour peut sauter en pleine conférence, donc il y a quelque chose d'assez... la rencontre, elle est là effectivement pour bâtir et pour essayer de se trouver des points communs, mais vous l'avez rappelé, pour Donald Trump, la recherche de points communs avec l'Europe n'est pas capitale, n'est pas primordiale, et il faut ajouter aussi qu'elle est parfois compliquée, cette recherche par exemple, entre l'Allemagne, entre la France, entre la Hongrie qui a au fond son rond de serviette à la Maison-Blanche. Bon, c'est parfois compliqué. Donc là, il y a un exercice qui est risqué, je trouve, mais tant mieux si le chancelier l'accepte comme tel, qui est compte tenu de la personnalité du président américain, qui est compliqué. Là encore, ce qu'on peut voir et trouver intéressant, mais est-ce que dans cette période, est-ce que c'est bien le moment, c'est de voir que l'Allemagne aussi est en train de changer. Elle-même, dans la manière dont elle voit les choses dans des situations de conflit. Je rappelle ça paraît il y a un siècle, mais il y avait un ministre des Affaires étrangères allemand qui s'appelait Joschka Fischer, qui était un ancien gauchiste, mais qui avait réussi à théoriser l'idée que l'armée allemande, justement, à cause des crimes qu'elle avait commis, était habilitée à intervenir, justement dans le cas où il fallait sauver des vies humaines, et Fischer était parti du principe que quand on dit plus jamais ça, vous connaissez la formule en allemand nie wieder, qui veut dire plus jamais, c'est plus jamais Auschwitz. Et que donc il faut supprimer tout ce qui est de l'ordre du totalitarisme. Alors vous allez me dire, le programme est ambitieux, mais après tout, c'est les ambitieux qui réussissent quelque chose. Et là, il faut reconnaître les choses. Fischer, c'était il y a longtemps. Et aujourd'hui, l'Allemagne est en train à la fois de comprendre qu'on lui demande de prendre ses responsabilités politiques et qu'en même temps, on la craint. C'est ça qui est compliqué. Ça, c'est pour le côté européen. Et côté américain, on pense souvent que l'Allemagne... On peut s'entendre parce qu'il est question d'argent, qu'il est question d'exportation. Il est question évidemment des voitures allemandes qui sont célébrités aux États-Unis. Mais vous savez, en même temps, ça va vous paraître ridicule ce que je veux dire, mais le complexe que nourrit Donald Trump par rapport à ses propres origines, puisqu'il est d'origine allemande, c'est quelque chose qui est de nature à interférer sans aucun doute dans la relation qu'il peut avoir avec un chef d'État ou de gouvernement allemand, de la même manière, et là encore, je prie votre indulgence de m'être accordé, que le prix Nobel de la paix interfère très souvent dans les assertions et les opinions de Donald Trump. L'un de nos invités de ce week-end, à propos du même sujet, disait que régulièrement sur les notes de Donald Trump, qu'il s'agisse de la guerre actuelle, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de la situation interne des États-Unis, très souvent, il y avait une note une note infrapaginale qui mentionnait la perspective du prix Nobel de la paix et comment l'obtenir si on agit de telle ou telle manière. Voilà où on en est aussi. Ça veut dire qu'on est pendu, on est tributaire de choses qui nous paraissent parfois un peu lunaires. Et donc, dans cette relation qui est relativement nouvelle, parce que d'abord, Merz n'est pas au pouvoir depuis très longtemps, mais parce que aussi, on n'a pas vu de la part de Donald Trump la volonté de nouer forcément une grande conversation, un grand dialogue avec l'Allemagne. Et de l'autre côté, il faut bien reconnaître que l'Allemagne se cherche aussi. Et vous avez vu aussi que Merz lui-même a eu des positions très ambivalentes, non seulement sur la crise actuelle, mais sur l'Ukraine, et que l'Allemagne est en train de se découvrir puissance politique, ce qu'on va lui reprocher et ce qu'elle n'a pas forcément voulu, mais l'histoire aussi est là. On va scruter évidemment la tonalité de cette rencontre, le choix des mots entre les deux hommes.
On a parlé notamment, on l'a évoqué, ce virage qui a été opéré après la guerre en Ukraine par l'Allemagne. Je crois que c'est un virage à 100 milliards d'euros, des investissements dans l'armée, dans les infrastructures. On sait que Donald Trump a longtemps poussé les Européens pour qu'ils consacrent 5% de leur PIB. Tout à fait. Est-ce que l'Allemagne ne redevient pas, du coup, avec tous ces changements, un partenaire plus crédible aux yeux de Donald Trump qui méprise les Européens, on l'a déjà dit? Normalement, oui. Mais quand le même Donald Trump dit aux Européens, si nous n'avions pas été là, vous parleriez allemand, il a tout à fait raison. C'était à Davos. Mais faut-il, en soi, aujourd'hui, c'est ça la question, parler allemand aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose de répréhensible. Vous voyez ce que je veux dire, je vous donne peut-être l'impression de jouer sur les mots, mais la manière dont on parle aussi aux gens, Donald Trump est quand même coutumier du fait de lancer... On dit pudiquement des pierres dans la mare. Bon, non, c'est des insultes, très souvent. C'est des insultes, y compris aux Allemands, y compris aux autres, à tous ceux qui le méprisent. Donc il faut avoir aussi une certaine assise. Je pense que le chancelier allemand l'a, mais il faut avoir une certaine assise pour résister à ce type comment dirais-je, d'invective. Comme d'ailleurs Zelensky l'a fait lorsqu'il est tombé dans un guet-apens bureau ovale et qu'il s'en est relevé en ayant compris comment essayer de manœuvrer avec Trump, c'est-à-dire en disant « Oui, monsieur le président, vous avez raison, monsieur le président ». Ça aussi, c'est quelque chose qui va entrer en ligne de compte et c'est dommageable parce qu'au fond, on a besoin de dirigeants qui aillent au fond des choses. Et là, vous voyez bien que pour qu'il y ait une avancée, quelle qu'elle soit, il faut au moins qu'un minimum de confiance soit établi et que, en l'occurrence, là c'est le chancelier allemand, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, ne se sentent pas pris au piège au moindre détour d'un couloir de la Maison-Blanche ou dans une salle de conférence de presse. Et on verra si le chancelier allemand Friedrich Merz aura un mot ou pas pour l'Iran, s'il appellera bien sûr ou pas Donald Trump à la désescalade. C'est possible. Évidemment, ce qui compte, c'est l'effet... provoqué. On ne sait pas si il y en aura un sur Donald Trump. Écoutez, ce sur quoi on peut parier raisonnablement, c'est l'idée que défendent les Européens, c'est-à-dire le multilatéralisme, c'est-à-dire la négociation. Tout ça nous paraît très désuet, mais en même temps, c'est pas complètement stupide. Et c'est ça, il faut faire remonter à la surface un certain nombre de principes qui sont foulés, qui sont bafoués aujourd'hui, que ce soit par les États-Unis ou d'autres, par la Russie aussi. Et il faut remonter ces principes à la surface en disant ils ne sont pas formidables, ils ne sont pas gigantesques, ils ne sont pas paradisiaques ces principes, mais ils sont les garants d'un minimum de raison dans la conduite des affaires. Acceptons-en l'augure. Avec des Européens devant un dilemme, finalement, très peu ont condamné l'attaque israélo-américaine sur l'Iran. Il n'y a eu que Pedro Sanchez, je crois, le socialiste espagnol. Les Européens, ils sont dans un difficile jeu d'équilibriste en ce moment. Ah oui, mais ça, alors là, pour le coup, on ne peut pas leur reprocher, parce que c'est l'éternel débat, si vous voulez, entre le droit international dont on voit ce qu'il advient quand il est foulé aux pieds, c'est-à-dire c'est le chaos potentiel, et de l'autre côté, si ce droit international doit être l'assurance vie des dictatures et des régimes totalitaires, c'est aussi le chaos. Et donc, il faut arriver à concevoir quelque chose. Est-ce que ça sera à notre époque ? En même temps qui plairait beaucoup à Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Il faut arriver à marier la chose pour que le droit international soit vivace, mais qu'en même temps, il ne soit pas une sorte de masque sur le visage de cécité voulue face aux dictatures, parce que, in fine, ce sont aussi les dictatures qui sont contraires au droit international. C'est elles aussi qui précipitent des situations qui sont totalement contraires au droit international et au droit humain. Donc voilà. Est-ce que tout ça sera abordé ce soir ? Je ne sais pas. Mais dans l'idée de Friedrich Merz, oui, c'est abordable, à condition qu'il ne soit pas tout d'un coup coincé ou blessé par une formule à l'emporte-pièce du président américain. Et on va